Salam alaikum. Maintenant, nous allons voir la deuxième partie qui concerne les fils dynamiques. Dans la première partie, nous avons parlé de la définition d'une file. Ensuite, nous avons parlé des fils statiques lorsqu'on les a représentés avec un tableau. Aussi, nous avons vu les différentes fonctions. La création d'une file vide, puis l'enfilement, le défilement et les tests. Test d'une file vide, test de file pleine. Et finalement, nous avons vu la fonction ou bien la procédure d'affichage. Maintenant, nous allons traiter la deuxième partie de ce chapitre qui concerne les fils dynamiques. Alors, nous allons représenter une file à l'aide d'une liste chaînée. Donc, du moment qu'on parle du dynamisme dans la représentation d'une file, donc on va utiliser une liste chaînée. Et là, on peut représenter ou bien on peut ajouter à une file autant d'éléments qu'on veut. La dimension n'est pas limitée. Donc un des avantages, en fait il y en a plusieurs, mais un des avantages de l'utilisation des fils dynamiques, c'est qu'on n'a pas une taille maximale. Avec les tableaux, on a toujours une taille à ne pas dépasser, c'est-à-dire si on atteint le maximum du tableau, donc on ne peut pas ajouter d'autres éléments dedans. Par contre, avec les fils dynamiques, on n'est pas bloqué par une taille maximale, on peut ajouter autant d'éléments qu'on veut. Voilà ici une figure qui représente une file dynamique qui contient un ensemble d'éléments. Voilà le premier élément, voilà le deuxième élément et le troisième élément. Ok, et chacun des éléments est relié à l'autre avec une flèche. Nous allons parler de ce que représente cette flèche. Alors voilà le premier élément, c'est le premier entrée qu'on a ajouté dans la file. Là, il y a la tête, c'est-à-dire l'indice, ou bien dans les fils statiques, on a parlé de la tête comme étant un indice dans un tableau, mais avec les listes, avec les fils dynamiques, on parle de la tête comme étant un pointeur. C'est-à-dire la tête est un pointeur qui contient l'adresse mémoire du premier élément de la file. Ensuite, il y a le suivant. Donc là, il y a la donnée qu'on va traiter, et là, il y a suivant. Donc suivant, il va contenir l'adresse de l'élément qui va venir après. Celui-là, il y a une donnée qu'on va traiter, et puis il y a suivant, c'est l'adresse de l'élément qui va venir après. Ok, et celui-là, c'est le dernier de la file, donc son suivant, il est égal à nul, donc il n'y a pas d'autres éléments qui vont venir après. Ensuite, il y a la queue. Donc, on a parlé tout à l'heure de la tête qui contient l'adresse du premier élément de la file. Et il y a aussi la queue qui est lui aussi un pointeur, qui contient l'adresse du dernier élément de la file. D'accord? Donc, voilà un exemple dans lequel je vais vous montrer la représentation des données dans un tableau et la représentation des mêmes données, des mêmes informations sur une file dynamique. Alors voilà, c'est une file représentée par un tableau qui contient 3 chaînes de caractères ou bien 3 éléments. Il y a la chaîne A, la chaîne B et la chaîne C qui se trouvent respectivement, qui se trouvent dans les positions 0, 1, 2 respectivement. Voilà la tête qui contient l'indice 0, la queue qui contient l'indice 2. Voilà, donc là vous remarquez que tous les éléments sont enregistrés l'un à côté de l'autre. Maintenant, si on fait le passage vers une file dynamique. Là, on dit que la file est représentée par une liste chaînée. Voilà, pour chaque chaîne de caractères, on va créer un élément. Voilà un élément pour la première chaîne. Deuxième chaîne, lui aussi, on va lui créer un deuxième élément. Et pour la troisième chaîne, on va créer un troisième élément. Voilà, après, donc le premier élément, on va le mettre. Donc la chaîne, on va la mettre dans la première partie de cet élément-là. On va le diviser par 2. Dans la première partie, on va mettre la chaîne de caractères. Et dans la deuxième partie, on va mettre l'adresse mémoire du deuxième élément qui va venir après. Par exemple, celui-là c'est le A, le deuxième élément qui va venir après c'est le B, donc on va mettre ici dans suivant, on va mettre l'adresse mémoire de l'élément B. Donc supposons que l'élément B se trouve à l'adresse mémoire A2FA. En fait, c'est une adresse qui lui a été attribuée par le compilateur lorsqu'on a fait emalloc,
lorsqu'on a créé la mémoire dynamiquement, donc le compilateur lui a cherché un espace disponible sur le disque et lui a donné l'adresse A2FA. Donc cette adresse mémoire-là va être enregistrée dans la deuxième partie de l'élément qui contient la chaîne A. Ok. Donc de cette façon, on peut, à partir de l'élément qui contient la chaîne A, on peut accéder à l'élément qui contient la chaîne B. Comment? Parce qu'on on a sauvegardé l'adresse mémoire de l'élément qui contient la chaîne B. Et de la même manière, dans l'élément qui contient la chaîne B, on a deux parties. Donc tous les éléments se ressemblent, ils ont la même structure. Il y a deux parties. Il y a la partie qui contient la chaîne de caractères et la partie qui contient l'adresse mémoire de l'élément qui va venir après. Donc l'élément qui va venir après le B, c'est le C. Donc là aussi, pour le C, le compilateur lui a réservé un espace mémoire quelque part dans la mémoire et puis il lui a donné l'adresse suivante, A2FA. Donc on va sauvegarder cette adresse-là dans la partie suivante de l'élément qui contient la chaîne P. Ensuite, cet élément-là, c'est le dernier de la file, il n'y a pas d'élément qui va en venir après. Donc dans le suivant, on va mettre nul. Lorsqu'on trouve que, bien, on constate qu'un élément contient dans le champ suivant la valeur nulle, on va comprendre directement que cet élément-là, c'est le dernier de la file. Voilà, donc là, on a plusieurs éléments, trois éléments du moment qu'on a ici trois éléments A, B, C. Donc on va créer trois éléments A, B, C. Et dans chaque élément, on a deux parties. On a la chaîne qu'on souhaite traiter A, B, C. Et on a aussi l'adresse mémoire de l'élément qui va venir après. C'est bon? Alors maintenant, la deuxième partie qui concerne les adresses mémoire de la tête et de la queue. Donc avec les listes, ou bien avec voilà, les fils statiques, la tête et la queue étaient des indices dans le tableau. Okay. Mais ici, lorsqu'on traite une file avec une liste chaînée, la tête et la queue, ce sont des pointeurs. C'est-à-dire, ils vont contenir les adresses mémoire de la tête, de l'élément qui se trouve en tête de la file, et de l'élément qui se trouve à la fin, ou bien dans la queue, à la queue de la file. Par exemple, la tête, je vais mettre l'adresse mémoire de l'élément qui contient la chaîne A. Donc, supposons que cet élément-là se trouve à l'adresse A2F200. C'est le compilateur qui lui a donné cette adresse-là. Donc, on va mettre dans la tête l'adresse AF00. De la même manière, avec la queue, on va mettre l'adresse mémoire du dernier élément qu'on a ajouté dans la file. C'est-à-dire, on va mettre A2F0. Voilà la queue et voilà l'adresse qu'elle va contenir. Donc là, si vous voulez faire une petite comparaison, on va dire que avec les tableaux statiques, la tête et la queue, ce sont des indices dans un tableau dans lequel tous les éléments qu'on va mettre dedans sont enregistrés de manière consécutive. C'est-à-dire mettre premier élément dans la première position, deuxième élément, deuxième position, etc. Donc c'est facile d'accéder à ces différentes données. Mais avec les listes chaînées, ce n'est pas du tout facile parce que les éléments ne se trouvent pas sur la mémoire l'un à côté de l'autre. Donc, pour pouvoir accéder à un élément d'un élément à un autre, il faut sauvegarder son adresse mémoire. C'est-à-dire dans le A, je vais sauvegarder l'adresse mémoire de B, comme ça je peux accéder au B. Et dans le B, je vais sauvegarder l'adresse mémoire de C, comme ça je peux accéder à la chaîne C. Et ainsi de suite. Donc chaque élément, il contient la donnée que je souhaite gérer, aussi il contient l'adresse mémoire de l'élément qui va venir après. Ok. Ce sont ces adresses mémoire-là qui vont me permettre de créer ce qu'on appelle une chaîne ou bien une liaison entre les différents éléments. Sans les adresses mémoire, je ne peux pas parler d'une file. Alors, le plan de cette partie est le suivant. Donc, nous allons représenter la file avec une liste chaînée et nous allons faire les tâches suivantes. D'abord, nous allons déclarer une première structure pour un élément de la file. Deuxièmement, on va déclarer une deuxième structure pour la file. Donc là, on va déclarer deux structures. La première pour l'élément, un seul élément de la file, c'est-à-dire cet élément-là. Voilà, ça c'est un élément de la file. Et la file contient plusieurs éléments. Et puis la deuxième structure, c'est pour gérer la file. Nous allons voir par la suite quels sont les champs de chacune des deux structures. Dans le troisième point, donc nous allons créer une file vide, comme tout à l'heure,
avec les fils statiques, on a créé une file vide. Après, nous allons voir l'opération de l'enfilement, c'est-à-dire comment ajouter un élément dans une file. Aussi, nous allons voir le défilement, c'est-à-dire comment enlever un élément de la file. Et finalement, nous allons voir une procédure qui nous permet d'afficher le contenu d'une file. Alors, nous allons commencer par le premier point qui est la déclaration de la structure d'un élément de la file. Alors, on va utiliser une première structure élément qui s'appelle, on va la nommer élément, qui permet de définir un élément de la file. Alors là, comme vous l'avez remarqué, un élément de la file, il contient deux champs. Il y a le champ qui contient la donnée qu'on souhaite gérer et le deuxième champ qui contient l'adresse mémoire de l'élément qui va venir après. Alors, un élément, il contient un champ donné, c'est la donnée qu'on souhaite traiter, c'est la chaîne A ou bien la chaîne B ou C ou autre. Et le deuxième champ, c'est un pointeur suivant. Donc un pointeur veut dire adresse, donc c'est l'adresse de l'élément qui va venir après. C'est pour cette raison qu'on va l'appeler suivant. Suivant veut dire voilà l'élément qui va venir après. Alors ensuite, on va parler, là je vais vous présenter la structure bien, la représentation de la structure d'un élément. Je vais créer un synonyme type def et je vais lui donner le nom élément. C'est uniquement pour faciliter l'écriture. Au lieu de faire struct élément, on va écrire uniquement élément. Donc la structure d'un élément contient deux champs, comme on vient de le dire. Donc il y a le premier champ donné qui est un pointeur sur un caractère. Ok. Donc là, on a déclaré une variable de type pointeur. C'est-à-dire que donné, c'est une chaîne de caractères, mais on ne connaît pas on ne sait pas a priori quelle est sa taille. Donc avant d'utiliser le champ donné, il faut lui allouer la mémoire. C'est-à-dire avant de remplir le champ donné par une information quelconque, il faut lui allouer la mémoire. Donc là, juste pour étendre l'utilisation de la déclaration de cette structure, vous pouvez ici soit faire char étoile donné. Donc là, comme je viens de vous le dire, avant de remplir le champ donné, il faut lui allouer la mémoire parce qu'on ne connaît pas quelle est la taille de cette variable. Sinon, vous pouvez mettre char donné et puis entre crochets, vous mettez 50 ou bien 30. Donc là, vous allez déclarer un tableau de caractères qui est de taille fixe. Voilà, donc là, vous avez le choix soit d'utiliser un pointeur sur un caractère, mais avant de l'utiliser, vous devez lui allouer la mémoire, ou bien déclarer un tableau de caractères qui a une taille fixe, avec l'instruction suivante, vous mettez char, donné, entre crochets, vous mettez par exemple 30. Ensuite, le deuxième champ, c'est le champ suivant, qui est de type pointeur. Regardez ici, pointeur, sur la structure d'un élément, c'est-à-dire suivant, il va contenir l'adresse mémoire d'une variable de type struct élément. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, donc le champ suivant, il contient l'adresse mémoire de quoi? D'une variable qui est du même type que le premier. Donc celui-là, il est de type struct élément, celui-là aussi, il est de type struct élément. Donc pour le pointeur suivant, il contient l'adresse mémoire d'une variable de type struct élément. C'est bon, donc là on a déclaré la structure d'un élément qui contient deux champs. Le champ donné de type pointeur sur un caractère, et puis le champ suivant qui est un pointeur sur la structure d'un élément. Maintenant on va parler de la deuxième structure qui s'intitule file, la structure file. Alors qui va nous permettre bien sûr de contrôler la file, et c'est-à-dire faciliter les opérations d'ajout, de suppression, d'affichage, etc. Alors pour faciliter, pour faire le contrôle de la file, on a besoin des champs suivants. On a besoin d'un pointeur qui va sauvegarder l'adresse de la tête, un autre pointeur qui va sauvegarder l'adresse de la queue, et un entier qui va nous donner la valeur de la taille, ou bien combien d'éléments on a dans cette file. Donc je reprends, j'ai trois champs. La tête et la queue, ce sont des pointeurs sur la file. Et puis la taille, qui est un entier, qui donne une information sur le nombre d'éléments qu'on a actuellement dans la file. Alors pour l'écriture de la deuxième structure,
Donc je vais, comme d'habitude, je vais créer un synonyme. C'est pour faciliter l'utilisation du type struct fill. Donc je vais la nommer, bien créer un synonyme fill pour cette structure fill. Alors je vais je vais ajouter un premier champ, la tête, qui est un pointeur sur la structure d'un élément. C'est-à-dire elle va contenir l'adresse mémoire d'une variable de type élément. Donc ici, voilà la tête, il contient l'adresse mémoire de quoi? D'une variable de type élément. Et de la même manière, la queue, il contient l'adresse mémoire d'une variable de type élément. Voilà la tête et la queue. Et pour la taille, bien sûr, c'est un entier. Donc pour récapituler, on va dire que pour traiter les fils dynamiques, on va utiliser deux structures. La première structure, c'est la structure d'un seul élément de la file. Donc la file va contenir plusieurs éléments, donc on va écrire une structure pour un seul élément. Dans notre exemple, on a un champ donné de type pointeur sur un caractère. Donc là, on peut avoir plusieurs champs si vous voulez. Là, j'ai utilisé une chaîne de caractères pour simplifier l'étude. Et puis le deuxième champ, c'est l'adresse mémoire de l'élément qui va venir après. Et puis dans la deuxième structure de la file, j'ai trois champs. J'ai le pointeur sur la tête et de la queue qui permettent de savoir quelle est l'adresse du premier élément et l'adresse du dernier élément, parce que c'est nécessaire de les savoir, il est nécessaire de les savoir. La tête, c'est pour faire les suppressions, la queue, c'est pour faire les ajouts, les enfilements. La taille, bien sûr, elle va me permettre de savoir combien d'éléments j'ai dans la file. Alors maintenant, on va passer aux différentes opérations qu'on va appliquer sur les fils. La première, bien sûr, c'est la création d'une file vide ou bien l'initialisation de la file. Alors la fonction d'initialisation de la file se fait avant toute autre opération sur la file. Bien sûr, avant de faire l'ajout ou bien la suppression, l'affichage ou la recherche ou autre, il faut d'abord créer la file. Alors la dite fonction, elle permet d'initialiser les pointeurs tête et la queue à nul et la taille à 0. Bien, c'est tout à fait normal. Du moment que notre fil est vide, donc l'adresse de la tête c'est nul, l'adresse de la queue c'est nul, donc on n'a pas d'élément, c'est vide. Et puis la taille, elle est égale à 0 du moment qu'on n'a aucun élément dans la file. Donc c'est simple, le fait d'initialiser une file revient à donner des valeurs initiales aux différents champs de la structure de la file, tête, queue et la taille. Voilà, la procédure s'appelle initialisation qui demande en entrée un pointeur sur la file. Donc je vais accéder au champ de la tête de la file et lui donner la valeur nulle. Le champ de la queue de la file lui donner la valeur nulle. Et le champ de la taille et lui donner la valeur 0. J'ai précédé bien sûr les trois champs par la variable f parce que les trois champs sont des champs de la structure file. Donc maintenant on a créé une file vide qui s'appelle f. Maintenant on va voir le quatrième point qui est l'insertion d'un élément dans la file, c'est-à-dire l'enfilement. Là on va voir l'insertion d'un nouvel élément dans une file vide et l'insertion d'un nouvel élément dans une file non vide. Alors pour insérer un élément dans une file vide, je vais vous donner le schéma suivant. Donc une file vide est représentée par l'adresse de la tête qui est égale à nul, l'adresse de la queue qui est égale à nul et la taille égale à 0. Donc ce schéma-là représente une file vide. Okay. Maintenant, notre objectif, c'est d'ajouter ce nouvel élément qui contient deux champs, donné et suivant, l'ajouter à cette file vide. Okay. Dans ce cas-là, je vais avoir une file qui contient un seul et unique élément. Donc à droite, vous allez trouver les différents éléments ou bien les différentes liaisons que je vais réaliser. Alors, voilà la première flèche et qui part de la queue et qui va vers le nouveau élément. Aussi la deuxième flèche qui part de la tête et qui va au nouveau élément. Et aussi la troisième flèche qui part du champ suivant de nouveau élément vers nul. Ce sont les changements que je vais réaliser. Donc je vais commencer par la première flèche. Donc la première flèche, elle représente la valeur que va prendre la queue. Donc la queue tout à l'heure, elle était égale à nul. C'est-à-dire il n'y a rien, elle ne pointe sur rien.
mais cette fois-ci, je vais lui donner une adresse. Je vais lui donner l'adresse de quoi? De ce nouveau élément que je viens de créer. Ok. Donc, pour représenter cette première flèche avec du code en langage C, je vais utiliser l'instruction suivante, c'est-à-dire, je vais faire f que, donc la queue va être égale à nouveau élément. Donc, lorsque j'écris nouveau élément comme ça veut dire que je vais accéder à son adresse mémoire. Ok. Et puisque la queue c'est un champ de la structure, donc je vais le précéder par une variable de type struct_fill. D'accord? Donc là, pour le sens de la flèche, donc elle part de la queue, donc la queue se trouve à gauche. La destination de la flèche, c'est nouveau élément. Donc là où il y a la flèche, la fin de la flèche, donc ça va être ajouté à droite de l'équation. Donc la queue de la file va recevoir nouveau élément. De la même manière, donc j'ai changé la queue, maintenant je vais changer la tête. Là aussi, la tête, elle va contenir l'adresse du nouveau élément que je viens de créer. Donc la tête, f_tête, va être égale à nouveau élément. Maintenant pour la troisième flèche qui part du champ suivant du nouveau élément. Okay, du champ suivant du nouveau élément qui va avoir la valeur nulle. Du moment que cet élément-là, c'est le dernier de la file, donc son suivant, il est égal à nul. Donc pour le représenter, je vais faire nouveau élément suivant, c'est-à-dire le champ suivant du nouveau élément va avoir la valeur nulle. Et bien sûr, je ne dois pas oublier d'incrémenter la taille. Donc je reprends. Si je souhaite ajouter un nouvel élément dans une file vide, dont la tête et la queue sont égaux à nul, je dois d'abord mettre à jour la queue qui va être à l'adresse du nouveau élément. Ensuite, je modifie l'adresse de la tête qui va elle aussi contenir l'adresse du nouvel élément. Après, je vais modifier l'adresse du suivant de ce nouveau élément. Du moment que cet élément-là va être le dernier de la file, donc son suivant est égal à nul. Et bien sûr, finalement, je ne dois pas oublier l'incrémentation de la taille. Alors maintenant, on va passer à deuxième cas, c'est l'ajout d'un nouvel élément dans une file qui n'est pas vide. C'est-à-dire qu'elle contient au moins un élément. Alors notre exemple contient une file notre exemple contient une file avec deux éléments. Voilà le premier élément que j'ai ajouté dans la file, voilà le deuxième. Puis voilà le pointeur sur la tête et celui qui va pointer sur la queue. Voilà. Celui-là c'est le dernier, donc son suivant est égal à nul. Alors ça c'est une file qui contient deux éléments et je souhaite ajouter ce nouvel élément-là à cette file. Alors là, pour ajouter un nouvel élément dans cette file, je dois bien sûr l'ajouter au niveau de la queue. C'est-à-dire qu'il doit être ajouté à ce niveau-là, après celui-là. Celui-là le premier, deuxième, celui-là va être le troisième. Donc il va être ajouté ici. Alors dans la figure juste à droite, il y a un ensemble de flèches qui représentent, bien qui explique comment je vais ajouter ce nouveau élément dans cette file. Donc regardez la première flèche, donc qui part du champ suivant de ce élément-là, de cet élément-là, et qui va vers le nouveau élément que je viens d'ajouter. Pour la flèche ici, ça veut dire que cet élément-là que je vais ajouter, celui-là, c'est celui-là. Donc le suivant de la queue de la file va être ce nouveau élément. Ensuite, la deuxième flèche qui part de la queue, donc la queue je vais la modifier. Tout à l'heure elle était là, ici. Maintenant elle va être sur le nouveau élément que je vais ajouter, parce que c'est lui qui va être la fin de la file. Et bien sûr, le suivant de ce nouvel élément va être égal à nul, parce que c'est le dernier de la file. Alors je reprends. Pour ajouter un élément dans une file non vide, je vais faire un ensemble de liaisons. Je vais rattacher le suivant de la queue de la file avec ce nouveau élément, puis modifier la queue. Tout à l'heure elle était là, maintenant elle va être sur le nouveau élément. Et puis le suivant de ce nouvel élément va être égal à nul. Alors pour les différentes liaisons, la représentation des liaisons avec du code, donc je vais accéder pour la première flèche, elle part du suivant de cet élément-là. Donc cet élément-là c'est quoi? En fait c'est la queue. Ok, donc avec cette figure, vous allez voir que cet élément-là c'est la queue.
Donc, je vais accéder au suivant de la queue qui va être égal à quoi? Un nouveau élément. Voilà, le champ suivant, la flèche part du champ suivant de cet élément-là qui est la queue et il va prendre la valeur de quoi? Du nouveau élément que je viens de créer. Voilà, la deuxième flèche, c'est la mise à jour de la queue. Donc, je vais mettre fq va être égal à un nouveau élément. Donc, la queue va prendre l'adresse mémoire de ce nouvel élément. Ensuite, la troisième flèche qui part du suivant du nouveau élément. Okay? Elle part du suivant du nouveau élément qui va être égal à nul. Donc, nouveau élément suivant va être égal à nul. Et finalement, bien sûr, je dois incrémenter la taille. Donc, voilà en gros les différentes étapes que je vais appliquer pour faire l'enfilement dans une file non vide. Donc, je vais rattacher le suivant de la queue avec le nouvel élément, mettre à jour l'adresse de la queue qui va être égale à l'adresse du nouvel élément, et puis l'adresse du suivant du nouvel élément va être nulle du moment qu'il est la fin de la file. Et j'incrémente la taille. Donc voilà en détail les différentes étapes de l'opération de l'enfilement. Donc au début, je vais déclarer l'élément que je vais insérer dans la file. Donc je vais insérer un nouvel élément. Donc cet élément-là, je dois le déclarer. Aussi, je dois lui allouer la mémoire si la variable est de type pointeur. Ensuite, je vais remplir le champ donné du nouvel élément, c'est-à-dire ce champ-là, je vais lui donner la valeur que je souhaite ajouter. Puis, je vais mettre à jour le pointeur que, qui va pointer sur le nouvel élément, mettre à jour le pointeur de la tête, et puis je vais incrémenter la taille de la file. Donc là, je vais vous montrer la fonction correspondante, donc la fonction enfilée, qui demande en entrée le nom de la file dans laquelle je souhaite ajouter un nouvel élément, et puis la chaîne de caractères data que je vais ajouter. Okay? Et cette fonction, elle va retourner un entier. Donc cet entier-là, il est égal à -1 si l'enfilement a échoué, il est égal à 0 en cas de succès. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, pour ajouter un élément dans une file ou bien pour faire l'enfilement, il faut d'abord déclarer l'élément qu'on souhaite ajouter. Donc l'élément qu'on souhaite ajouter s'appelle nouveau élément et il est de type pointeur sur un élément. Donc je dois lui allouer, je dois le déclarer. Ensuite, je vais lui allouer la mémoire du moment que cette variable est de type pointeur. Donc je vais lui allouer la mémoire. Donc je le fais avec emalloc. Donc là, je vais faire un cast sur la valeur de retour qui doit être de type élément étoile, du même type que la variable que je viens de créer. Alors, élément étoile, emalloc, et là, je vais mettre la taille d'un élément, size of element. Ensuite, je vais faire un test sur la valeur de retour, parce que lorsque je fais l'allocation de la mémoire, donc la valeur de retour, elle peut être soit une adresse mémoire, différente de nul, ou bien égale à nul. S'il est égal à nul, cela veut dire que l'allocation de la mémoire a échoué. S'il est différent d'un nul, ça veut dire que l'allocation de la mémoire a réussi. Voilà, donc là, si par exemple l'allocation de la mémoire a échoué, donc ce n'est pas la peine de continuer, il faut s'arrêter. Parce qu'on ne peut pas faire l'ajout d'un élément dans la file si on n'arrive même pas à créer ou bien à allouer la mémoire pour le nouveau élément qu'on souhaite ajouter. D'accord? Donc il faut absolument faire ce test. Alors si le nouveau élément il est égal à nul, cela veut dire que l'allocation de la mémoire a échoué et de cette façon je vais retourner -1. Généralement on retourne -1 en cas d'erreur. Ensuite, je vais allouer la mémoire pour le champ donné. Donc si vous vous rappelez tout à l'heure, lorsqu'on a parlé de la structure d'un élément, je vous ai dit que le champ donné, c'est un champ, c'est un tableau de caractères, mais dont on ne connaît pas la taille. La taille du champ donné est inconnue. Et pour pouvoir utiliser le champ donné, il faut absolument lui allouer la mémoire. Donc la raison pour laquelle on doit faire l'allocation de la mémoire pour le champ donné du nouveau élément. Et bien sûr, on va utiliser toujours la fonction emalloc. Donc là, on va faire un cast avec char étoile, emalloc,
Là, je vais supposer que ma chaîne de caractères contient 50 caractères. Je vais mettre emalog 50 fois size of char. Ou bien je peux mettre emalog 50, du moment que la taille d'un caractère est égale à 1. De la même manière, après avoir alloué la mémoire pour le champ donné, je vais faire le test pour vérifier si l'allocation de la mémoire a réussi. Donc, s'il y a un problème, s'il est égal à nul, cela veut dire que je n'ai pas pu allouer la mémoire et de cette façon, je ne peux pas continuer. Je dois sortir. Donc, avec return, je vais sortir de la fonction avec la valeur -1 qui exprime qu'il y avait une erreur dans l'allocation de la mémoire. Donc, je vais reprendre ces 3 étapes. Donc, la première étape, c'est l'allocation, c'est la déclaration du nouveau élément que je souhaite ajouter, qui est de type élément étoile, qui doit être du même type que les autres éléments que j'ai dans la file. Ensuite, je vais lui allouer la mémoire. Donc, le type yellow, son type, c'est élément du même type que la variable. Puis, je vais faire le test sur la valeur de retour. S'il est égal à nul, je vais m'arrêter. Sinon, je vais continuer. Alors, s'il n'y a pas de problème, je vais passer pour allouer la mémoire pour le champ donné, du moment qu'il est de type pointeur sur un caractère. Donc, je vais lui allouer, dans cet exemple, lui allouer 50 octets. Après, je vais faire le test. Je vais voir si l'allocation de la mémoire a réussi. Donc, si c'est bon, je continue. S'il y a un problème, je vais retourner -1. Alors, c'est bon jusqu'à maintenant. Donc là, c'est comme si j'ai préparé les données que je vais utiliser. Maintenant, je vais commencer par le remplissage du champ donné. Donc, le champ donné, je lui ai alloué la mémoire, mais pour le moment, il est vide. Donc, je vais le remplir avec la chaîne data que j'ai en paramètre d'entrée de la fonction. Comme vous le savez tous, pour copier une chaîne de caractères dans une autre chaîne, on ne peut pas utiliser l'opérateur égal. Égal, il est utile pour les nombres et pour un seul caractère. Mais si on traite les chaînes de caractères, on utilise des fonctions spécifiques, ou bien la fonction strcpy, ou bien c'est strcopy, c'est-à-dire elle permet de copier, voilà là, et qui demande, cette fonction demande deux paramètres, la chaîne 1 et la chaîne 2. Donc là, elle permet de copier la chaîne 2 dans la chaîne 1, c'est-à-dire la deuxième dans la première. Donc là, si vous voyez ici, je vais copier data, la paramètre d'entrée que je connais, je vais le copier dans le champ donné de nouveaux éléments. Ok, là j'ai copié la valeur que j'ai en entrée, la chaîne de caractères que j'ai en entrée, dans le champ donné du nouveau élément. Parce que le champ donné du nouveau élément, il est vide. Je lui ai alloué la mémoire, mais il est vide. Là, je lui ai donné une valeur, c'est la valeur du paramètre d'entrée. Ok, maintenant je vais passer à la premier cas. C'est le cas d'une file vide. Tout à l'heure, nous avons traité deux cas. Le cas d'une file vide et le cas d'une file non vide. Alors, dans une file vide, il suffit de faire le test sur la taille. Donc, si la taille de la file est égale à 0, ça veut dire que la file est vide. Alors là, je vais faire les différentes liaisons qu'on a exprimées tout à l'heure. Donc, je vais modifier l'adresse de la queue et de la tête qui vont être égaux à l'adresse du nouvel élément. Voilà, la tête et la queue qui vont être égaux à l'adresse du nouvel élément. Et puis, le suivant du nouveau élément va être égal à nul, c'est la flèche numéro 3. Ce sont les traitements que je vais réaliser si la file est vide. Maintenant, le else. Le else ça veut dire si la pile n'est pas vide. Si la pile n'est pas vide, donc je vais faire les liaisons qu'on a vues dans la deuxième partie. C'est-à-dire, on va exprimer la flèche 1, la flèche 2, la flèche 3. Donc, on va modifier l'adresse du suivant de la queue qui va être égal à un nouveau élément. La queue, on va le mettre à jour qui va être égal à un nouvel élément. Et le suivant du nouveau élément va être égal à nul. Voilà, on a exprimé les trois flèches. Finalement, je vais incrémenter la taille. Donc la taille, là, je peux soit l'ajouter ici, à ce niveau, ou bien à ce niveau. Mais puisque donc ce n'est pas vraiment la peine de répéter la même instruction deux fois, donc il est préférable de l'écrire une seule fois à la fin. Et finalement, je vais retourner 0. Donc la valeur 0 veut dire que l'enfilement a réussi. D'accord? Donc voilà les différentes étapes. La création, la déclaration du nouvel élément, l'allocation de la mémoire pour ce nouvel élément,
le test, si l'allocation a réussi, puis l'allocation de la mémoire pour le champ donné du nouveau élément, le test sur l'allocation, puis la copie de la chaîne data dans le champ donné du nouveau élément, et puis le traitement des deux cas. Le premier cas, si la file est vide, donc je modifie la queue, la tête et le champ suivant du nouveau élément. Dans le cas contraire, si la file n'est pas vide, je vais modifier le suivant de la queue, modifier la queue et le suivant du nouveau élément. Finalement, j'incrémente la taille et je retourne 0. Ensuite, nous allons passer à l'opération inverse. C'est l'opération du défilement ou bien de la suppression d'un élément de la file. Alors pour supprimer ou bien ôter un élément de la file, il suffit, ou bien il faut supprimer l'élément vers lequel pointe le pointeur tête. C'est tout à fait normal parce que dans la file, on va supprimer, dire le premier entrée, c'est le premier sorti. Voilà, on va supprimer l'élément qui se trouve en tête. Donc la fonction de la file, du défilement, pardon, elle contient un seul paramètre, c'est le nom de la file, et elle retourne un entier. Donc cette fonction renvoie -1 en cas d'échec, donc s'il y a un problème dans le défilement, elle va retourner -1. Sinon, si tout va bien, si le défilement pardon, a réussi, elle va retourner 0. Donc voilà une figure qui représente une file qui contient deux éléments. Il y a le premier élément et voilà le deuxième. Voilà les pointeurs de la tête et celui de la queue. Okay, celui-là c'est le dernier, donc l'adresse du suivant est égale à nul. Alors là, si je souhaite faire un défilement, donc bien sûr je vais enlever l'élément vers lequel pointe la tête, c'est-à-dire celui-là. Donc pour le faire, je dois déclarer une variable qui s'appelle par exemple subelément, qui va contenir l'adresse de l'élément que je souhaite supprimer. Alors à votre avis, pourquoi je vais déclarer cette variable? Donc si vous vous rappelez de l'opération de l'enfilement, lorsqu'on a ajouté un nouvel élément, on a alloué la mémoire pour cet élément-là. Avec emalloc, on a alloué la mémoire pour nouveau élément et pour le champ donné. On a fait emalloc 2 fois. Là aussi, si vous voulez faire la suppression d'un élément de la file, il faut faire les opérations inverses de emalloc. C'est-à-dire, on devrait faire free ou bien la libération de la mémoire pour le champ donné et pour l'élément en entier. Donc là, avant de changer la tête ou toute autre opération, on doit sauvegarder l'adresse de l'élément qu'on va supprimer dans le but de libérer la mémoire. C'est le seul but qu'on veut réaliser. Voilà, donc maintenant on a sauvegardé l'adresse mémoire de l'élément qu'on souhaite supprimer et après on va modifier l'adresse de la tête. Après avoir supprimé le premier élément, donc la tête va être égale à l'adresse du deuxième élément de la file, c'est-à-dire celui-là. Alors si on veut représenter ceci avec du code, donc voilà la première opération, on va mettre subelément va être égal à l'adresse de la tête, l'adresse de subelément va être égale à l'adresse de la tête, donc la flèche elle part de subelément et elle va vers le nouveau élément, donc subelément, voilà la tête, ça c'est la tête de la file, et puis on va modifier l'adresse de la tête, donc la nouvelle tête va être égale à suivant de la tête. La tête de la file va être égale à f tête suivant. Alors, en fait, la nouvelle tête, c'est celui-là. Alors, comment on peut connaître, on peut savoir l'adresse de cet élément-là? Donc, cet élément-là, c'est quoi? C'est le suivant de cette tête. Celle-là, c'est la tête. Celui-là, c'est le suivant. Le suivant de la tête. Donc, je vais accéder au suivant de la tête et je vais le rendre la tête de la file. Voilà. Et finalement, bien sûr, je dois décrémenter la taille parce que j'ai enlevé un élément de la file. Donc là, je vais vous montrer les différentes étapes de traitement. La première opération, c'est la déclaration d'un nouvel élément, c'est le subelément, qui va nous servir de sauvegarder l'adresse mémoire de l'élément qu'on souhaite supprimer. Deuxième étape, c'est mettre à jour, mettre
Dans subelément l'adresse de l'élément qui se trouve en tête. Voilà, on va mettre dedans subelément reçoit la tête de la file. Après, le pointeur de la tête va pointer sur le deuxième élément. Donc on va changer l'adresse de la tête. Donc f tête va être égal à f tête suivant. C'est-à-dire après la suppression du premier élément, le deuxième élément sera en tête de la file. Ensuite, on va libérer la mémoire de subelément avec free. Et finalement, on va décrémenter la taille. Donc là, nous allons voir ensemble la fonction de défilement qui demande en entrée une variable f de type fil et qui retourne un entier. Comme on l'a dit tout à l'heure, elle retourne -1 en cas d'échec et retourne 0 en cas de succès. Donc la première étape, c'est la déclaration de subelément. Voilà, il est de type pointeur sur un élément. Donc là, je ne vais pas lui allouer la mémoire parce qu'il va contenir uniquement une adresse mémoire. Je ne vais pas lui allouer, donc il va contenir l'adresse mémoire d'une autre variable. Donc ce n'est pas la peine de lui allouer la mémoire avec malloc. Donc je vais me contenter de la déclaration. Ensuite, bien sûr, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais il est nécessaire de vérifier si la file n'est pas vide. Parce que si la file est vide, je ne peux pas faire le défilement. Alors je vais faire le test. Si la taille de la file est égale à 0, ça veut dire que la file est vide. Et là, je ne peux pas faire le défilement, je vais retourner -1. Là, je ne vais pas mettre sinon. Donc sinon, c'est explicite. Donc vous pouvez mettre else si vous voulez, mais il n'est pas vraiment obligatoire. Donc dans le cas contraire, donc si la file n'est pas vide, je vais mettre dans subelément l'adresse de la tête. Je vais modifier l'adresse de la file. Et là, je vais faire les opérations de libération de la mémoire avec free. Donc, je vais libérer la mémoire pour le champ donné et je vais libérer la mémoire pour l'élément subelément. Là, il y a une question qui peut se poser. Est-ce que je peux commencer par la libération de la mémoire pour subelément ou bien je suis obligée de commencer par le champ donné? En fait, là, si vous voulez faire libération de la mémoire, il faut absolument commencer par le champ donné. Parce que si vous commencez avec la libération de la mémoire du champ de subelément, vous n'aurez pas accès par la suite au champ donné. Vous l'aurez déjà perdu. Okay. Donc l'espace mémoire va être toujours utilisé, mais il n'est pas accessible. Okay. Donc vous ne pouvez pas y accéder pour le libérer. C'est pour cette raison qu'il faut commencer d'abord par le champ donné, le libérer, et puis accéder à l'élément subelément et le libérer en deuxième position. Après, je vais décrémenter la taille de la file et puis retourner 0 en cas de succès. Donc voilà les différentes étapes. C'est la déclaration de subelément, puis traiter le cas si la file est vide, je retourne -1. Dans le cas contraire, si la file n'est pas vide, je vais sauvegarder l'adresse de la tête de la file dans la variable subelément. Je modifie l'adresse de la tête, je libère la mémoire pour le champ donné et le subelément, je décrémente la taille et je retourne 0. Maintenant, on passe pour la fonction d'affichage de la file, bien pour afficher les éléments de la file. C'est une procédure assez intéressante. Du moment qu'on va ajouter des éléments et on va supprimer des éléments, on aurait intérêt ou bien on voudrait savoir lire quels sont les éléments, bien afficher les éléments qui se trouvent dans notre file. Alors pour afficher les éléments de la file, on se positionne au début de la file en utilisant le pointeur tête. Bien sûr, comme avec les fils statiques ou bien dynamiques, une file est déterminée entre l'élément qui se trouve en tête et l'élément qui se trouve à la queue. Donc entre la tête et la queue, vous avez les éléments de la file. Voilà, entre la tête et la queue, vous avez les éléments de la file. Donc je vais commencer bien sûr à partir de la tête. Ensuite, on va utiliser le pointeur suivant de chaque élément pour parcourir toute la file. Donc, supposons que je suis au début au niveau de la tête. Donc, pour passer au deuxième élément, je vais utiliser le pointeur suivant. Parce que le pointeur suivant contient l'adresse de l'élément qui va venir après. Ainsi de suite. Suivant, tata, etc. jusqu'à ce que j'arrive à la fin. Voilà la condition d'arrêt pour donner la condition d'arrêt d'aller d'un élément à un autre, c'est la taille de la file. Donc, je vais passer d'un élément à un autre jusqu'à ce que j'arrive à la taille maximale de la file et je vais arrêter de parcourir les éléments. Donc là, si vous vous rappelez dans le chapitre des piles,
je vous ai parlé qu'il ne faut pas déplacer les adresses de la tête ni de la queue. Parce que si vous changez l'adresse de la tête, par exemple j'ai l'adresse ici, je vais changer l'adresse de la tête, il va venir là. Dans ce cas-là, je vais perdre le premier élément, il ne va plus faire partir de la file. Ok. Donc les indices de la tête et de la queue, je vais les utiliser pour ajouter et pour modifier, pour supprimer. Je vais les mettre à jour dans le cas d'ajout ou bien le cas de suppression. Mais lorsque je souhaite afficher ou bien rechercher des éléments dans la file, je dois toujours utiliser une variable intermédiaire. D'accord? Donc dans ce cas-là, donc dans la procédure affiche, je vais avoir paramètre d'entrée f de type file et puis je vais déclarer une variable courant. Donc c'est cette variable intermédiaire que je vais utiliser pour parcourir les différents éléments de la file. Ok? Et cette variable courant, je vais l'initialiser à la tête, c'est-à-dire elle va prendre la valeur de l'adresse de la tête. C'est une valeur initiale. Ok? C'est comme si je vais lui dire, voilà, je vais prendre la valeur de la tête et pour commencer le traitement, pour passer d'un élément à un autre. Mais la tête va rester à sa place, elle va rester intacte. Je vais par contre modifier ou bien déplacer le pointeur courant. Regardez ici, courant va être égal à la tête sur le premier élément. Après avoir traité la donnée, je vais incrémenter courant pour passer au deuxième élément. Voilà, la tête elle est toujours à sa place. Ensuite, je vais incrémenter courant pour venir à l'élément suivant, etc. Jusqu'à ce que j'arrive à la fin de la file. Alors, je vais revenir ici. Donc, je vous ai dit qu'on va utiliser une variable intermédiaire courant que je vais initialiser à l'adresse de la tête de la file. Courant égale à ftête. Ensuite, je vais utiliser une boucle qui va avec i qui va parcourir la file de 0 jusqu'à la taille. Okay. De 0 jusqu'à la taille, c'est pour répéter l'affichage et l'incrémentation de courant en fonction du nombre d'éléments que j'ai dans la file. Okay, je ne vais pas faire une boucle infinie, mais je vais faire une boucle en fonction de la taille de la file. Donc je vais utiliser la boucle for i allant de 0, i inférieur à la taille de la file, i++, et je vais accéder à la donnée qui se trouve dans courant. Voilà, courant il est là au début, donc je vais accéder au champ données et je vais l'afficher. Du moment que donnée c'est une chaîne de caractères, donc le format c'est pourcentage %s. Ok. Donc au début, i égale à 0, je suis là, je vais afficher le champ donné, par exemple j'ai la chaîne A, je vais l'afficher et je vais faire quoi après? Je vais incrémenter courant, donc courant va venir ici. Donc je ne peux pas écrire courant plus plus, parce que je fais courant plus plus si j'ai courant de type int. Mais courant là, il est de type pointeur. Donc pour incrémenter les pointeurs, je vais utiliser le pointeur suivant, le champ suivant de l'élément. Donc courant va être égal à courant suivant. Donc je vais passer à celui-là. Et de la même manière, je vais revenir à la boucle, je vais afficher le champ donné du deuxième élément. Et puis, je vais passer au troisième. Afficher le champ donné. Et puis, donc là, je vais arrêter jusqu'à 2. Du moment que j'ai 3 éléments, donc la boucle varie entre 0, 1 et 2. Donc là, je peux, dans la boucle for, je peux soit utiliser la taille de la file avec une boucle, ou bien je peux utiliser une boucle while. Du moment que vous savez tous que le dernier élément, le suivant du dernier élément est égal à nul, donc je peux utiliser ce critère pour afficher les éléments de la file. D'accord? Donc courant il est égal au début, il est égal à la tête. Alors est-ce que courant est différent de nul? Oui. S'il est différent de nul, je passe au deuxième. Courant, est-ce qu'il est différent de nul? Oui. Je passe au troisième. Je l'affiche. Est-ce que différent de nul? Oui. Je passe ici. Donc là, je vais m'arriver, je vais trouver que courant est égal à nul et je vais sortir de la boucle. Donc pour parcourir les éléments de la file, je peux soit utiliser la taille, qui est déjà connue, ou bien je peux utiliser les adresses mémoire. Je connais a priori que le suivant du dernier élément est égal à nul, donc je peux utiliser ce test pour arrêter la recherche, ou bien l'incrémentation du pointeur courant. Voilà. Ici, il y a la récupération de la donnée qui se trouve au début de la file. Donc pour récupérer la donnée au début de la file, on utilise le pointeur tête.
Donc là, la fonction s'appelle données en roue, en tête de la file, qui demande en entrée le nom de la file, et elle retourne un pointeur sur un caractère. Donc le type de retour, il est le type pointeur sur un caractère parce que les données que je traite dans ma file, ils sont de type chaîne de caractères, ou bien de type pointeur sur un caractère. Donc là, je vais chercher si la taille elle est égale à 0, ça veut dire que la file est vide, donc je vais retourner nul, il n'y a rien. Sinon, c'est-à-dire si la file n'est pas vide, je vais accéder au champ donné qui se trouve en tête et je vais le retourner. Le champ donné, bien sûr, dans la déclaration de la structure d'un élément, on l'a déclaré de type char étoile. Donc c'est la valeur de retour de la fonction.